France 24 et Public Sénat présentent Merci de nous retrouver pour la seconde partie d'Ici l'Europe, direction l'Italie. En pleine crise sanitaire, économique et politique, celui qui apparaît comme le sauveur, Mario Draghi, a formé un gouvernement d'union nationale il y a un mois tout juste, réussissant à fédérer presque tous les partis italiens jusqu'à convertir l'eurosceptique Matteo Salvini en europhile en quelque sorte. L'Italie, qui approche de la barre des 100 000 morts dus au Covid, a enregistré en 2020 l'une des pires chutes du PIB, du produit intérieur brut de la zone euro, avec un plongeon de 9%. La troisième économie de la zone compte beaucoup sur la manne de plus de 200 milliards d'euros de fonds de relance européens, conditionnés d'ici fin avril à un plan national détaillé de dépenses. Alors, Mario Draghi est surnommé Super Mario pour son rôle dans la crise de la dette de la zone euro en 2012. Il est très apprécié au sein des institutions européennes. Alors, ardent fédéraliste puisqu'il plaide pour un budget public commun. Quel changement en attendre pour son pays et pour l'ensemble de l'Union européenne? Afin d'en débattre, nous sommes en duplex depuis Bruxelles avec deux eurodéputés italiens. D'abord, effectivement, on l'a dit, la Ligue, le parti de la droite en Italie, a rejoint le soutien à Mario Draghi. Marco Campomenosi, bonjour. On va expliquer pourquoi, parce que c'est assez surprenant. Et puis Sandro Gozzi, vous êtes italien, mais vous êtes Renew Europe élu, c'est très inhabituel, il faut le rappeler, en France, ancien ministre démocrate des Affaires européennes en Italie. J'ai envie de vous poser une première question. On revient sur cette énième crise politique italienne. Giuseppe Conte a été contraint à la démission après effectivement le retrait de sa coalition de l'ex-chef du gouvernement Matteo Renzi, dont vous êtes d'ailleurs très proche. Pourquoi les forces progressistes se sont à nouveau déchirées, j'ai envie de dire, en pleine pandémie gravissime? Ils ne sont pas déchirés. Ils ont fait le constat de l'immobilisme du gouvernement Conte, qui était déjà une solution exceptionnelle. Il faut dire que depuis 2018, en Italie, il y a une majorité pratiquement absolue des forces populistes, anti-européennes. Après, on va parler des conversions. L'année dernière, on a évité les pleins pouvoirs à Matteo Salvini, qui voulait provoquer une crise pour aller voter, et on a créé la solution du gouvernement Conte. Mais un an après, surtout face au recovery plan, un plan de relance européen, que vous avez rappelé, c'est un passage énorme pour l'Italie. Les gouvernements de Giuseppe Conte étaient totalement immobiles. Et pour plusieurs mois, on lui a demandé de bouger sur les réformes, de bouger sur la mise en œuvre de la stratégie nécessaire pour tirer les pleins bénéfices de ces recovery plans, et il a échoué. Donc c'était les moments dans l'intérêt de l'Italie, et je dirais aussi dans l'intérêt de la réussite du plan de relance européenne, de changer des gouvernements, de changer de majorité. Et je crois qu'on a choisi la meilleure personnalité possible pour l'Italie. Et aussi, je crois, pour une certaine idée de l'Europe, comme vous venez de le rappeler, à savoir Mario Draghi. On va y revenir plus tard. Monsieur Campomenosi, pourquoi brutalement un recentrage de votre parti, la Ligue, qui soutient un europhile comme Mario Draghi? Mais si nous sommes dans cette situation, c'est parce que dans le 2018, l'Alliance de centre-droit n'a pas gagné la majorité absolue pour soulever un petit peu, parce que notre alliance, avec laquelle la Lega est au gouvernement dans 14 régions souvent en Italie. Les régions en Italie ont un pouvoir législatif. C'est une alliance très pragmatique et qui travaille très bien au niveau territorial. Elle n'a pas la majorité absolue à les chambres à Rome. Et alors, il y a eu avant un expériment entre Lega et 5 étoiles, après entre 5 étoiles et gauche, et maintenant il y a une crise sanitaire. Et la nécessité d'aider les entrepreneurs et les travailleurs pour sortir de la crise économique qui est conséquence de la crise sanitaire. Et il faut que tous les partis se mettent ensemble, et il y a presque tous les partis dans cette alliance, pour sortir de cette chose-là. Après,
j'espère le plus vite possible, peut-être après les élections du prochain président de la République italienne, chaque coalition va retourner avec son programme, avec ses alliés. Je pense qu'il est vraiment très simple. Alors justement, 100 000 morts pratiquement en Italie, des confinements, reconfinements, des restaurants, des écoles, très difficilement lisibles, Sandro Gozzi, puisque vous avez aussi l'expérience de l'autre côté de la frontière de la France. Est-ce que vous avez l'impression que cette pandémie a jusqu'ici été très mal gérée côté italien? L'Italie a été frappée beaucoup plus et beaucoup avant de la France. Je crois que là aussi, le gouvernement Conte n'a pas réussi. Il y a des différences fondamentales. En Italie, la plupart des compétences de la santé sont au niveau régional. Donc les problèmes en Italie, ça a été de se coordonner entre États et régions. Et moi, je crois que ça, c'était la première erreur. Comme c'est une pandémie internationale, le gouvernement aurait dû assumer directement la gestion de la crise et pas perdre temps et énergie dans des négociations quotidiennes avec les régions. Après, il y a des points différents. Moi, je sais que j'admire beaucoup de la France, c'est que les écoles sont toujours restées ouvertes. Il faut savoir que de l'autre côté, en Italie, région par région, il y a des restaurants qui sont ouverts, il y a des différences même en ce moment. Mais sans doute, comme je disais, la gestion de la crise, et surtout la préparation de la sortie de la crise économique avec les plans de relance a été un échec pour Giuseppe Conte. Et je répète, c'est la raison pour laquelle Matteo Renzi a justement provoqué la crise et a été les protagonistes de la nouvelle phase avec Mario Draghi. Marco Campomenossi, on l'entend, hein, l'Italie très durement touchée par la crise sanitaire, économique et politique. Et donc vous, à la Ligue, vous accordez votre confiance contre toute attente à Mario Draghi, car il va notamment aussi débloquer les 200 milliards d'euros de l'Union européenne, premier pays à bénéficier du plan de relance. C'est une confiance un peu intéressée ? Oui, mais parce que la Ligue est la première partie en Italie qui a dit qu'il y a des problèmes avec le New Generation EU, parce qu'il y a des conditionnalités par lesquelles il faut bien travailler, parce que le plan sur lequel le président Conte avait travaillé était quelque chose de pas réel, et il faut recommencer le travail depuis le début. Il faut dire que l'Italie va payer l'argent parce que l'Italie est un contributeur net du bénéfice de l'Union européenne. La taxe européenne sur la plastique va être payée surtout par les entrepreneurs français et italiens qui sont des excellences dans ce secteur-là. Il faut bien voir sur les questions sur lesquelles il faut travailler, parce que pour nous, pour la Lega, pour les régions gérées par la Lega, investir sur les infrastructures, c'est très important. Bien sûr, il y a des conditionnalités politiques sur lesquelles Draghi doit travailler, parce que ce que j'ai peur, c'est que quoi que la Commission européenne a demandé aux États avant la crise sanitaire ne peut pas être encore à la une aujourd'hui, parce que demander de couper les services publics, les pensions, et choses comme ça ne peut être à l'ordre du jour selon nous, parce que ça va colpir le secteur productif, les travailleurs, et pas créer un développement de l'économie. Justement, pour élargir le débat sur les questions européennes et cette Italie dans l'Europe, nous accueillons tout de suite Emmanuel Morel, eurodéputé français de la gauche unitaire européenne. Vous avez, Monsieur Morel, un coup de gueule à pousser sur ce gouvernement Draghi. Quel est son vice de fabrication selon vous ? Non, mais ce n'est pas un coup de gueule par rapport à une situation italienne. Moi, je ne suis pas italien. Je suis juste surpris par plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de sauveur suprême et les gouvernements techniciens résistent rarement au temps. Mais surtout, je voudrais quand même insister sur un point qui me surprend. Tout le monde a l'air satisfait de la formation de ce gouvernement. Je rappelle quand même que c'est un attelage baroque qui est le résultat d'une crise politique voulue par M. Renzi, qui s'est lancé dans une expérimentation un peu hasardeuse. Et quel est le résultat ? Le résultat, c'est un gouvernement où vous trouvez à la fois des gens de centre-gauche, et ça va jusqu'à l'extrême droite. Je rappelle qu'il y a quelques semaines encore, M. Renzi et ses amis expliquaient que la Ligue de M. Salvini était incroyablement infréquentable. Et du jour au lendemain, tout ce petit monde se retrouve d'accord pour soutenir M. Draghi, qui certes a été à la tête de la BCE pendant quelques années, qui est présenté comme une sorte de sauveur suprême. Et moi, mon inquiétude, c'est que la crise politique perdure.
Et quel est le résultat de tout ça? Et c'est pour ça que moi je suis inquiet et finalement angoissé pour l'Italie. C'est qu'à la fin, ça débouche sur une nouvelle crise et que l'extrême droite apparaisse comme la seule alternative crédible. Et encore une fois, je suis très surpris qu'il n'y ait pas de regard critique par rapport à cet attelage très baroque dont on sait qu'il ne tiendra pas. La vérité, c'est qu'il ne tiendra pas dans la durée, comme ça a toujours été le cas dans le passé. Alors justement, sur Mario Draghi, on va recontextualiser un petit peu. C'est l'Italien à la tête de la BCE en 2012 qui a dit qu'il ferait whatever it takes, tout ce qui sera nécessaire pour sauver les pays mis en danger par la crise de la dette, en faisant marcher notamment à la planche à billets européenne. Sandro Gozzi, cela nous dit quoi des solutions proposées par Mario Draghi pour l'Italie, mais surtout pour l'Europe dans les années à venir? Tout d'abord, je voudrais dire que le gouvernement de Mario Draghi n'est pas un gouvernement de techniciens. C'est un gouvernement présidé par une grande personnalité institutionnelle, mais membre des partis politiques et des experts, tout d'abord. Secondo, la crise provoquée par Matteo Renzi n'a pas été du tout hasardeuse, parce qu'à nos partenaires européens, depuis le mois d'octobre, on a toujours parlé de Mario Draghi comme solution possible. Mario Draghi a une vision de l'Europe qui est très proche de celle d'Emmanuel Macron. Et moi, je crois que l'Italie de Mario Draghi va se rapprocher énormément de la France, ce que je souhaite. Je crois que cette année, c'est l'année d'un axe Rome-Paris. On peut finalement signer les traités bilatéraux qu'on appelle les traités du Quirinal, qu'on a lancés avec Emmanuel Macron en septembre 2017. Et que cette année pourrait être signée, et c'est un accord de coopération renforcé entre Italie et France, notamment sur les questions européennes, et à commencer par la question de la souveraineté européenne, de la reprise des contrôles au niveau européen sur les grandes questions qui nous échappent au niveau national, les numériques, l'immigration, la lutte contre le changement climatique, à commencer par un véritable budget de l'Union européenne pour une véritable union des investissements, en rendant permanents les plans de relance pour arriver à un renforcement de la démocratie européenne dans le sens d'une politique transnationale et de véritables mouvements transnationaux. Tout cela rapproche énormément Emmanuel Macron et Mario Draghi. Je crois que, vu de Paris, c'est une très bonne nouvelle, l'arrivée de Mario Draghi à la tête du gouvernement italien à Rome, en sachant qu'il a une mission. En sachant que sa mission, c'est de réussir avec les plans de relance. Et je crois que là-dessus, il va réussir. Alors justement, ce qui est quand même assez étonnant, Monsieur Campomenozzi, quand vous entendez un Mario Draghi, qui est le nouveau chef du gouvernement, plaider pour un budget public commun capable de soutenir les États membres durant les périodes de récession, une Union européenne plus intégrée, alors que dans votre parti, la Ligue, on a longtemps été effectivement plutôt sur un projet tout à fait différent, même beaucoup sur l'Italexit, concernant la zone euro, voire l'Italie tout entière. Comment vous pouvez adhérer? Enfin, on ne comprend pas. Mais écoutez, la Ligue a la responsabilité d'avoir dit au pays que les règles avec lesquelles on a géré l'Europe dans les 20 ans avant la crise Covid ont rendu l'Europe comme la zone du monde qui a eu un taux de croissance inférieur au reste du monde. Maintenant, avec la crise, on risque d'être la dernière part du monde qui va répartir, parce que nous avons vu les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël, les autres pays du monde qui vont répartir plus vite que nous. Il y a les élections en Allemagne, il y a le débat sur le futur de l'Europe. Je registre que le PPE, dans les mois derniers, avait absolument dit qu'il est contraire à modifier les traités. Et alors, le débat sur le futur de l'Europe sera quelque chose, je pense, un peu anecdotique, sans réelle, concrète idée sur le futur. Le pacte de stabilité, le retour du pacte de stabilité est l'éléphant dans la chambre, comme disent les Anglais, qui sera la question qui va débattre, parce que aussi il faut voir qu'est-ce qui va passer à Berlin, où tout le monde pense que la CDU de Laschet va faire une alliance avec les Verts. Il y a beaucoup de questions sur la table. L'Italie doit travailler dans une situation d'émergence, comme j'ai dit déjà, et après aussi, pour l'Italie, il faut aller aux élections. Alors, vous parlez du pacte de stabilité. Emmanuel Morel, Mario Draghi et Emmanuel Macron, ces deux anciens banquiers qui vont faire sauter les verrous budgétaires de l'Europe, notamment par un assouplissement durable des règles du pacte de stabilité?
Bon, déjà, j'entends qu'on compare M. Draghi à M. Macron. Si je file la métaphore, oui, certes, c'est M. Draghi et M. Macron, mais ça serait M. Macron qui gouvernerait avec Mme Le Pen. Parce que c'est ça la situation du gouvernement italien. Aujourd'hui, il y a autre chose qui me choque dans ce qui vient d'être dit. Moi, je ne crois pas du tout que M. Draghi ait sauvé l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la crise? Il y a eu un accord entre M. Sarkozy et Mme Merkel qui étaient d'accord pour changer de politique monétaire. À ce moment-là, M. Trichet, qui résistait, a été remplacé par M. Draghi. Et M. Draghi, il a fait ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire transformer la Banque centrale en prêteur en dernier ressort. Et alors, est-ce que c'est lui avec Macron qui va faire sauter les verrous budgétaires de l'Union européenne? J'en suis pas si sûr, parce que j'ai bien écouté le discours de M. Draghi. À la fois, il dit, oui, je vais mettre en œuvre le plan de relance de 200 milliards qui est donné pour l'Italie pour de l'investissement public, mais en même temps, il donne sans arrêt des gages aux plus durs de la Commission européenne et notamment les Allemands. Et il dit on va continuer dans les réformes structurelles et il ajoute on va réduire le périmètre de l'État. Alors comment on fait pour mener une grande politique d'investissement public très nécessaire pour l'Italie en même temps en réduisant le périmètre de l'État, c'est-à-dire des acteurs de l'action publique? Moi, j'attends de voir. C'est pour ça que je suis inquiet. Non. Sur les pactes de stabilité, on a devant une occasion historique. Et je crois que le travail commun que je souhaite Emmanuel Macron et Mario Draghi, avec d'autres alliés, vont faire au niveau européen pour réformer les pactes de stabilité sur la ligne qui a été déjà un peu esquissée par Paolo Gentiloni, le commissaire européen responsable là-dessus. C'est une occasion qu'on ne peut pas rater. Et je crois qu'il faut absolument, on peut rendre les pactes de stabilité finalement plus intelligents en promouvant les investissements publics, notamment pour réduire les inégalités sociales, pour la transformation numérique et pour la transition écologique. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités aujourd'hui. Vous restez sur nos antennes pour plus d'informations.